bonjour et bienvenue aux rencontres extra de cette année 2023. Donc rencontre animée par le comité régional Rhône-Alpes Naître Entreprise, avec aujourd'hui l'intervention des organismes membres, à savoir l'URSSAF, la CARSAT et la CPAM. Alors côté URSSAF, vous aurez l'intervention de Malika Pelou et Cécile Morel-Bastiani. Côté CARSAT, nous aurons Julien Husson qui va nous rejoindre dans le cadre de notre rencontre. Et côté CPAM, nous avons Bastien Faquin et Sabrina Bouizard, ainsi que Dorian Dern et moi-même, Nadia Moumeni, qui suis animatrice du comité régional Net Entreprise. Alors, cette année, les rencontres extra, elles ont pour thème « Construisons ensemble des données de compétition ». Pourquoi? Parce que les déclarations sociales, c'est du sport qui nécessite, comme tout sport, un entraînement et qui s'inscrit dans un travail collectif. En 2013, la DSN, elle est née. Donc, 10 ans après, en cette année de Coupe du Monde de rugby et de préparation des JO et paralympiques, un extrait des assises résonne encore. Les obligations sociales, c'est du sport. Et la DSN, et si la DSN était un sport, aussi, c'est à travers des moments clés du sport que la déclaration va vous être déclinée tout au long de notre rencontre. Alors, avant de lancer le match, si vous souhaitez poser des questions, vous avez sur votre droite la possibilité de le faire. Et une FAQ vous sera mise à disposition qui reprendra l'ensemble des questions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon match. Merci. Bonjour, du coup, donc la DSN, elle a été créée en 2013. C'est un sport, donc pour rester dans le thème, collectif. Elle se pratique le 5 ou le 15 de chaque mois. Évidemment, tout le monde peut participer, que vous soyez amateur ou bien professionnel. À savoir que chaque jeu de données mensuel déposé donne 1 point, qu'un jeu de données mensuel correctement enregistré donne 10 points. Évidemment, tous les faits de jeu du mois précédent comptent. Tous les joueurs de chaque équipe doivent être présents dans le jeu de données. Les fautes entraînent des pénalités qui peuvent être annulées ou bien remplacées. Depuis 2022, plus de 70 procédures sont remplacées par la DSN. Inutile de vous rappeler que la DSN est un flux dématérialisé mensuel et qu'il est obligatoire. Depuis 2013 pour le régime général, depuis 2017 pour le régime agricole et depuis 2022 pour la fonction publique. En règle générale, un SIRET égale une DSN. Inutile également de vous rappeler qu'elle est issue de votre paye. Il est accompagné de signalements d'événements et il permet une photographie instantanée de la situation d'un employeur au sein de votre entreprise. Et il s'appuie donc sur un concept qu'on appelle « dites-le nous en une seule fois ». C'est pour ça que désormais, ça reprend 70 procédures. Mais comme vous le savez, est-ce que vous savez que comme le World Rugby, donc le groupe mondial du rugby, que la DSN s'adapte à chaque année aux nouveautés réglementaires. Comme le CIO, la gouvernance de la DSN, elle est plurielle entre tous ces acteurs. Et comme pour la danse, l'excellence de la DSN peut nécessiter un entraînement évidemment quotidien. Comme au volleyball, la DSN, elle peut se jouer en un service gagnant. Donc, comment se déroule une partie? Donc, pour cela, il y a différents intervenants. Donc, on va avoir le collectif du GIPMDS qu'on va pouvoir comparer au coach. On va avoir la DSN qu'on va pouvoir comparer au ballon. Le système DSN, les buts. Les équipementiers qui vont être vos éditeurs de logiciels, très important. Et les joueurs, les déclarants. On n'oublie pas également l'arbitre, qui est les organismes de protection, qui sont les organismes de protection sociale. Donc tous ces intervenants permettent à la partie de bien se dérouler. Ensuite,
comprendre les règles. Donc là, donc c'est en cas de doute, les règles officielles du jeu, elles sont disponibles via la base de connaissances. On vous la mettra en lien. N'hésitez pas pour cela à vous faire accompagner par vos éditeurs de logiciels de paye si besoin. Quels sont les joueurs? Donc il existe 3 types de joueurs. Le déclaré, l'établissement qui emploie les individus. Le déclarant, celui qui dépose la DSN. Donc ça peut être un établissement dans une même entreprise ou un établissement relevant d'un autre SIRET dans un groupe ou un tiers. Et le troisième type de joueur, ça va être l'émetteur, qui est une notion seulement technique qui désigne au final d'où provient la DSN, d'où nous provient la DSN. Merci Bastien. Bah, du coup, je vais prendre la suite et je prends le relais. Je vous propose de voir ensemble comment prendre votre licence et concrètement de voir comment vous inscrire sur Net Entreprise. Et donc, depuis la loi Pacte de 2018, donc il y a le mandat implicite qui s'applique et qui préside la gestion de Net Entreprise. Concrètement, ce mandat il permet de faciliter la gestion au niveau du process des habilitations. On retrouve 3 cas de figure qui nécessitent des droits à différents niveaux. Alors, tout d'abord, le service lorsqu'il est directement lié à l'acte de paye et donc relève naturellement des mêmes acteurs qui produisent la paye. Et dans ce cas, il n'y a pas besoin d'habilitation spécifique. Autre situation, lorsque le service est lié à la paye, mais peut être opéré par d'autres acteurs que celui en charge de la paye et de la DSN. Donc là encore, il n'y a pas besoin d'habilitation spécifique, sauf si il y a de nouveaux SIRET hors DSN qui sont concernés. Et enfin, troisième cas de figure, lorsque le service requiert une habilitation particulière. Comment ajouter la DSN? Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est surtout bien vérifier au sein de votre club si vos collègues sont déjà inscrits afin qu'ils puissent vous ajouter en tant que joueur. Le cas échéant, ce sera plus simple. Vous pourrez donc rentrer dans le jeu beaucoup plus rapidement. À l'inverse, si aucun joueur n'est inscrit, vous pouvez vous-même vous inscrire depuis la page d'accueil Net Entreprise. Parallèlement, le président de votre club sera bien sûr informé, donc par courrier, et vous pourrez ensuite commencer à rentrer dans le jeu sous un délai de 8 jours. Autre possibilité, lorsque un capitaine, c'est-à-dire un administrateur, quand on parle de capitaine, il s'agit vraiment de l'administrateur. Donc, lorsqu'il est déjà inscrit dans votre club, là, il faudra donc valider l'inscription de tous les capitaines suivants ensuite. Alors, de quelle manière? Soit vous recevez un courrier électronique, soit vous pouvez également donc saisir la clé d'activation qui sera donc envoyée par courrier postal au président du club. C'est des choses que vous connaissez sans doute déjà. Autre point aussi important, donc bien choisir la place sur le terrain de jeu. Donc, point crucial, puisqu'en fait, votre place sur le terrain définit votre rôle et les actions que vous pourrez effectuer, mais aussi donc la consultation des éléments qui seront transmis sur votre tableau de bord DSN. Donc voilà, très important de bien ajouter, en tout cas avant d'ajouter un joueur, de définir son rôle sur le terrain. Le menu personnalisé du joueur, donc il sera conditionné en fonction de la place qui lui sera attribuée. Alors, le rôle du capitaine de l'équipe, donc ici administrateur de Net Entreprise, ça va être d'ajouter des déclarations, valider la charte DSN, inscrire des nouveaux joueurs, et puis décider qui prend quel poste en attribuant donc des habilitations. Le rôle du joueur, quant à lui, il est plus restreint mais pas moins important. Il est donc habilité par le capitaine donc pour déclarer ou payer en fonction de son périmètre d'activité.
Et en DSN, le joueur ne peut consulter que les retours sur ses dépôts. Donc, si vous avez un profil déclarant, vous ne pouvez consulter uniquement les retours de vos dépôts et pas ceux de vos collègues, contrairement à l'administrateur, le capitaine de l'équipe. Alors, sur cette diapo, donc, on vous a fait un petit résumé de ce que l'on vient d'évoquer sous forme de schéma. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. La cinématique est assez claire et puis elle reprend vraiment les étapes à suivre, à vérifier donc, quand vous vous inscrivez sur Net Entreprise. Alors, sur le tableau de marquage, donc, qui correspond ici à la page d'accueil Net Entreprise, donc du capitaine, donc lui seul pourra accéder à l'onglet Votre espace entreprise, donc au milieu. Donc, c'est à partir de cet espace qu'il va pouvoir donc accéder à la gestion des établissements, des déclarations et des habilitations. Donc, une petite astuce sur cette diapo, si vous êtes déclarant, vous pouvez retrouver et contacter votre capitaine, donc en haut à droite sur le petit onglet jaune, sur la petite icône jaune, en fait, vous cliquez dessus et vous aurez donc les coordonnées détaillées du capitaine de l'équipe. Alors, un des premiers rôles du capitaine, c'est donc la gestion de ses joueurs et des déclarants. Donc, il va pouvoir créer ou supprimer des joueurs depuis son espace entreprise. Donc, en cliquant notamment sur le lien gestion des déclarants. Puis, alors, avant de supprimer un joueur qui aurait éventuellement quitté l'équipe, le plus simple, c'est de sélectionner donc ce joueur et de supprimer son profil. Alors attention, avant de le supprimer, il est toutefois très important de transférer les droits de cet ancien joueur vers un nouveau joueur ou éventuellement sur un joueur qui est déjà présent au sein de l'équipe. Voilà. Sinon, vous allez perdre tous les droits, les archives, les historiques de l'ancien joueur. Ensuite, donc, une fois qu'on a, pour créer le nouveau joueur, vous sélectionnez l'onglet Nouveau déclarant. Avec une attention donc, toute particulière, notamment, c'est de renseigner son adresse email, puisque ces éléments de connexion lui seront transmis directement par mail. Et ensuite, vous cliquez sur Gérer les habilitations. Donc, concrètement, ici, ça veut dire que vous allez vérifier si les droits déclaratifs sont bien mis en place pour ce nouveau joueur. Donc, c'est une étape qui n'est pas toujours effectuée et effectivement, ça peut poser problème si le joueur en question doit effectuer telle ou telle action. Donc sur cette diapo, on peut appeler ça donc la période des transferts. Donc c'est une gestion qui est adaptée aux grands clubs. C'est donc souvent on entend parler le mercato, les transferts. Donc ici, c'est ici qu'on va déterminer quelles actions vont être affectées à notre nouveau joueur. Donc c'est un peu ce que présentait Sabrina auparavant. Et également, quel sera son périmètre déclaratif? Donc, c'est à l'intérieur de ce module-là que vous allez pouvoir dire à un de vos salariés, tu vas pouvoir t'occuper de ça, mais pas de ça, et de pouvoir répartir un peu les activités. Et également, vous allez pouvoir savoir si cette arrivée du nouveau joueur, par exemple, correspond à un remplacement d'un collaborateur. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir lui transférer les habilitations, prendre votre ancien collaborateur et transférer les habilitations à votre nouveau collaborateur. Lors d'un départ d'un joueur, vous allez devoir vérifier si son compte également est bien bloqué. Donc après avoir bien fait le nécessaire de bien récupérer ses activités et de les avoir redispatchées à d'autres de vos collaborateurs. Et donc bien voir si les tâches qu'il effectuait sont bien transférées à quelqu'un d'autre.
Et vous allez également devoir vérifier si les historiques ont bien été enregistrés, car si vous réaffectez personne, vous allez perdre l'intégralité des historiques de votre ancien collaborateur. Lors d'un ajout d'un SIRET, donc les questions à se poser, là, dans ce cas-là, c'est quelles sont les déclarations que je vais donner à mon collaborateur. Et vous allez voir si vous avez simplement un seul SIRET à lui affecter ou si vous avez plusieurs SIRET, vous pouvez lui en rajouter d'autres. Alors, tout bon sportif mesure l'importance, hop, je vais mettre ma caméra si elle veut bien, voilà. Mesure l'importance d'avoir du matériel adapté. Donc, évidemment, hein, l'intégralité des logiciels de paye va permettre de transférer une DSN qui va respecter le domaine réglementaire et qui va évoluer en fonction de la norme. Dieu sait si les évolutions législatives sont récurrentes. Donc, tous les équipements vont être capables de produire une DSN avec dans la norme, dans la version de la norme en vigueur. Toutefois, j'attire votre attention sur la nécessité de bien connaître ses besoins, et tous les logiciels ne sont pas forcément adaptés à tous les besoins. Ça dépend de l'organisation du club, hein, de l'entreprise, de sa taille, des spécificités liées à son activité et à ses métiers. Donc, pour complète information, il existe la charte éditeur DSN dans lesquelles les différents éditeurs de logiciels de paye s'engagent à notamment appliquer des cas tests, à mettre à jour et à garantir une certaine qualité des DSN. Et la qualité des DSN sous-entend et est sous-jacente au respect des droits des salariés. Donc, c'est d'autant plus important. Alors, quand on check son équipement, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Il est essentiel, évidemment, toutes les DSN vont pouvoir vous permettre d'accéder à un certain nombre de tableaux de bord, de comptes rendus et de données. Donc, il est essentiel, évidemment, de s'approprier le paramétrage des logiciels, de comprendre leur fonctionnement et les corrections possibles, les fonctionnalités qui sont mises en place et surtout les évolutions qui vont intervenir. La mise à jour des codes types, les taux de cotisation, à quel rythme, comment les récupérer, comment les comprendre. Donc l'intérêt, c'est vraiment avec derrière un sous-jacent, évidemment, une exploitation, on y reviendra très largement, une exploitation des tableaux de bord et des comptes rendus métiers, et la possibilité, ou en tous les cas la volonté, d'avoir une automatisation des corrections qui seront les plus intégrées possibles pour permettre d'avoir une espèce de boucle d'amélioration continue, hein, qui permettra d'évoluer dans l'utilisation de l'outil de la DSN et d'en améliorer la qualité et la transmission des données. Il est évident également que les formations sont un enjeu. L'idée, c'est d'être en mesure, d'avoir suffisamment d'interaction avec son éditeur pour pouvoir bien connaître les paramétrages de l'outil, pouvoir réaliser des phase tests sur les nouveautés et puis être formé à son utilisation de la manière la plus fine possible pour être le plus performant une fois les DSN à réaliser. Bon, une fois le logiciel, une fois le logiciel en tous les cas trouvé, ou j'allais dire, en tous les cas on se l'est approprié, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur Net Entreprise et quels vont être ses services? Donc Net Entreprise va permettre d'avoir en un lieu unique tout un tas d'éléments, d'outils, d'appareils d'entraînement utiles, hein, pour revenir à la métaphore sportive. Donc de pouvoir vous renvoyer ou en tous les cas vous aiguiller sur plusieurs applications, plusieurs outils, des simulateurs, et vous permettre de prendre les meilleures décisions en toute connaissance de cause. Donc, les tableaux de bord, évidemment, on commence déjà à en parler, à rentrer dans le détail, mais les tableaux de bord qui vont permettre les bilans de traitement, qui vont permettre de comprendre les anomalies qui vont être déterminées par chacun des partenaires,
la possibilité d'effectuer des DSN annulaires en place ou de les corriger le mois suivant si besoin était. Mais Net Entreprise, ça va être surtout la centralisation d'informations, d'outils, de consignes et de renvoi vers les sites utiles de tous les organismes de protection sociale pour vous permettre d'anticiper au mieux les évolutions de législation via notamment des simulateurs. Nous allons rentrer un petit peu dans le détail. Voilà les différentes déclarations ou accès via Net Entreprise. Donc, on voit qu'on a tout un tas d'applications dédiées. Je voulais juste m'arrêter sur quelques-unes, notamment Passero, puisque c'est une des déclarations qui a été mise en place depuis le début de cette année, donc j'allais dire relativement nouvelle, sachant que je vous rappelle qu'il existe Passero étant l'outil qui va permettre la déclaration des revenus de remplacement. Donc, il existe un guide pour pouvoir utiliser Passero qui est disponible sur le site de l'URSSAF, qui reprend tous les CTP, les codes types de personnel qui vont être liés aux revenus de remplacement, qui va décrire les modalités de régularisation, énumérer les consignes dédiées, permettre le paiement et préciser comment utiliser les comptes rendus disponibles. Donc, et ainsi, la petite nouveauté, mais on y reviendra aussi ultérieurement, pour les déclarants Passero, ils sont invités à utiliser le dispositif pour réaliser les appels de taux auprès de la DGFiP, donc pour le PASS, à utiliser le signalement d'amorçage à données variables. On y reviendra un petit peu ultérieurement, plutôt que le service Topaz. Je voulais également attirer votre attention sur la fermeture du service AED d'ici fin 2023. En effet, depuis janvier 2022, le signalement de fin de contrat de travail unique est devenu désormais le vecteur déclaratif impératif ou requis pour déclarer les fins de contrat des contractuels. Donc là, les différentes déclarations accessibles via Net. Il existe également des équipements de paramétrage et de contrôle, donc très, très important. Donc là aussi, on voit en rouge un certain nombre d'informations, toujours la fermeture du service AED, mais également la fermeture du service Topaz, donc le taux du PASS, du prélèvement à la source, qui permet au collecteur, donc la DGFiP, du prélèvement à la source, via la DSN ou via Passero, puisqu'on a vu que Passero le permettait aussi désormais, d'opérer un taux d'appel unitaire pour un salarié nouvellement embauché ou un nouveau prestataire. Ça permet de récupérer le pass personnalisé, individualisé, et ceci dès l'entrée de l'individu, avant même la réalisation de la première paye. Donc, à compter de fin 2024, début 2025, le service Topaz ne sera plus mis à disposition. Donc, je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu à la diapo précédente, que d'ores et déjà, vous êtes invités à utiliser plutôt le signalement d'amorçage des données variables pour anticiper cette fermeture. Via Net, vous avez un certain nombre aussi d'applications pour aller jusqu'au paiement des cotisations et des contributions. Donc, évidemment, avec le télépaiement, le module mandat et Cotizen. Je voudrais juste vous rappeler que pour les employeurs privés, donc qui sont redevables des cotisations et contributions sociales d'un montant qui sont supérieurs à 7 millions d'euros, au titre d'une année civile, bien sûr. C'est bien au niveau de l'entreprise, donc tout établissement confondu. Ils sont désormais tenus, enfin désormais, ça fait plusieurs années, ils sont tenus de régler exclusivement par virement bancaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ceux qui cotisent, enfin ceux qui règlent des cotisations sous un seuil un peu inférieur ont également cette possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Et je voudrais juste attirer votre attention sur le télépaiement. En tous les cas, pour le paiement des cotisations URSSAF, il faut aller sur le site URSSAF et pas sur Net. L'adhésion au prélèvement automatique se fait entièrement en ligne via mon compte ursaf.fr. À ce moment-là, le montant de chaque déclaration de chaque échéance doit faire l'objet d'une validation. Chaque échéance, si jamais il y avait un délai en cours, en plus du règlement des cotisations courantes, donc il doit faire l'objet d'une validation à chaque fois par vos soins afin que le prélèvement soit réellement effectué. Et pour mémoire, Cotizen permet de payer les cotisations retraite complémentaires sur une seule et même plateforme dédiée.
Vianet, vous avez également accès à d'autres outils connexes ou en tous les cas facilitants qui sont mis à disposition du club et de tous les utilisateurs du logiciel de paye. Bon, je vous laisserai en prendre connaissance, sachant qu'on a une spécificité sur les outils relatifs à la MSA, donc à droite de l'écran. Je voulais juste attirer votre attention sur le compte ATMP, d'autant plus important qu'il permet d'avoir les mises à jour en instantané des taux ATMP, donc Vianet, étant rappelé qu'on a déjà eu l'occasion lors des interventions, des réunions qui ont été faites précédemment, d'attirer votre attention sur les anomalies qui sont liées au taux AT, accident du travail, qui sont les plus fréquentes. Donc, de bien mettre à jour les taux AT qui sont connus de la CARSAT. Alors, Ménet, ce n'est pas exclusivement ça. Il y a également d'autres services possibles tels que le simulateur. Donc, le simulateur, là, on vous donne un exemple du simulateur du bonus-malus. Donc, je vous rappelle que le bonus-malus est lié au taux de contribution patronale d'assurance chômage. Ce dernier est de 4,05 et compte tenu du taux de séparation des entreprises, sachant que toutes les entreprises ne sont pas concernées par ce dispositif, mais seulement les entreprises qui ont un taux de séparation le plus important. Le taux de séparation, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de fin de mission d'intérim qui donne lieu à inscription à Pôle emploi, qui est rapporté à l'effectif moyen de l'entreprise. Donc, plus on a de CDD d'inscription à Pôle emploi, plus cela va générer du malus. Donc, soit on a ce taux de 4,05 qui connaît un bonus donc qui est diminué, sachant qu'on a un taux plancher à 3, soit il est majoré. Et dans ce cas-là, on a un taux plancher à 5,05%. Donc, le simulateur du bonus-malus, normalement, vous n'avez plus l'utilité, mais il est disponible via net et sur le site travail-emploi.gouv.fr. Vous avez dû recevoir la notification de l'URSSAF du fameux taux de modulation de cette contribution patronale d'assurance chômage courant septembre. Et je vous rappelle donc qu'elle est calculée, donc elle est applicable dès la période d'emploi de septembre et que le taux de séparation est calculé à partir des fins de contrat qui ont été constatées, qui ont donné lieu à inscription à Pôle emploi et qui ont été constatées par Pôle emploi entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Et que contrairement, puisque c'est la deuxième année de modulation de ce taux d'assurance chômage, contrairement à l'année précédente, cette modulation concerne également les entreprises du secteur dit S1, c'est-à-dire les entreprises qui avaient été listées par arrêté, qui avaient été les plus affectées par la crise Covid, donc restaurants, HR, tout ce qui était lié aux entreprises les plus touchées par la crise Covid de 2020, donc qui avaient été exclues lors de cette première année. Alors, je te laisse la parole, Sabrina. Oui, donc tous les portails, alors sur cette slide, vous avez tous les portails membres et partenaires, donc l'URSSAF pour les entreprises du secteur privé. Vous avez également pour les entreprises du secteur public le portail PEPS. Le site des experts comptables depuis mon espace. Vous avez les liens hypertextes sur chacune des slides. Alors bien sûr, vous aurez le support qui vous sera transmis par mail. Le site de l'AMSA. Et je voulais également donc ajouter le site de l'assurance maladie, donc le site amélie.fr. Vous avez une rubrique entreprise où vous pouvez retrouver notamment donc toutes les informations réglementaires, les démarches et bien sûr les téléservices utiles dans le cadre de votre gestion au quotidien. Et enfin, toutes les actualités. Et l'intérêt de ce portail, c'est qu'effectivement, les informations sont mises à jour très rapidement. Donc, n'hésitez pas à consulter tous ces petits sites portails annexes qui sont vraiment source d'informations et de facilitation dans votre gestion quotidienne. Alors,
Également, via net, on va avoir accès à un certain nombre d'informations et à la plateforme, Soltea. Pour mémoire, hein, Soltea, donc c'est la plateforme qui permet de répartir, le solde de la taxe d'apprentissage vers, les établissements, que vous souhaitez, enfin que les entreprises, hein, que vous souhaitez financer. Je vous rappelle, hein, la taxe d'apprentissage est constituée de 2 parts. Donc, la part principale qui va servir au financement des formations par apprentissage et le solde de la part qui va financer le développement des formations initiales, technologiques et professionnelles, donc hors apprentissage et l'insertion professionnelle. Donc, il vous aura pas échappé, puisque maintenant ça commence à dater de plusieurs mois, que la déclaration de la taxe d'apprentissage se fait désormais, via la DSN. Que la déclaration de la part principale de la taxe d'apprentissage est désormais mensuelle et que par contre, le solde de la taxe est recouvré de manière annuelle, en exercice décalé, puisque vous avez dû régler, auprès de l'Urssaf, hein, donc au titre de la masse salariale de 2022 sur la DSN d'avril 2023 qui est exigible, donc soit le 5 ou le 15. Donc la plateforme Soltea qui a été déjà mise à disposition et ce jusqu'au 5 octobre 2023 pour cette année. Vous avez pu choisir de financer un certain nombre d'établissements scolaires. Je sais qu'il y avait eu, parce que là aussi on a eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, parfois des difficultés d'utilisation de la taxe, hein, qui est gérée et qui est mise à disposition par la Caisse des dépôts et consignations. Sébastien, je te laisse la main. Oui, merci Malika, je prends la suite. Donc, concernant toujours les nouveautés pour la saison 2023, donc, le compte entreprise, donc l'assurance maladie vous propose un tout nouveau téléservice sécurisé et centralisé pour la transmission donc, des pièces justificatives nécessaires au traitement de l'indemnité journalière et également pour des périodes de fractionnement pour les nouveaux arrêts motifs paternité. Ce téléservice-là a vu le jour en début d'année. Il doit vous servir donc comme on a dit auparavant, pour envoyer des pièces justificatives qui vous ont été demandées lors de comptes rendus métiers que vous avez consultés, ou vous avez également la possibilité de le faire, suite à une demande initiale. Donc ce service, il est accessible donc à partir du compte entreprise assurance maladie. Donc vous devez, bien être habilité à 2 téléservices. Donc tout d'abord, l'attestation de salaire en ligne et ensuite de vous donner ou de donner le droit, à vos collaborateurs à, l'habilitation compte entreprise. À savoir qu'elle est disponible, 24 heures après avoir mis les habilitations. Donc vous le verrez, il y a un petit, compte à rebours avant la mise en place et avant de pouvoir y accéder. Comment accéder donc au téléservice? Donc, lorsque vous êtes sur votre page Net Entreprise, vous cliquez sur le petit carré gris Compte entreprise. En cliquant sur cette icône, vous avez, comme je le disais auparavant, la possibilité de déposer des justificatifs d'indemnité journalière. Comment transmettre les pièces justificatives? Donc c'est assez facile et très ergonomique ce nouveau téléservice. Vous cliquez sur déposer vos justificatifs d'indemnité journalière. Ensuite, on va vous demander le numéro d'identification, de votre salarié. Suite à ça, vous allez saisir le NIR et directement vous allez avoir, le prénom et le nom qui vont s'afficher de votre salarié, car c'est sur des bases de données de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous allez devoir définir l'absence. Donc si vous souhaitez envoyer un document par rapport à un congé, par rapport à de la maladie, par rapport à de la pater, par rapport à de la maternité. Vous allez ensuite cocher le motif de la création du dépôt. Donc c'est là que est-ce que c'est suite à une demande de votre part, donc vous cochez demande initiale, ou est-ce que c'est suite à, un compte rendu métier dont on vous a demandé des pièces complémentaires? Vous avez une zone pour télécharger, vos pièces. Donc, j'insiste là-dessus, il ne faut pas de fichier qui dépasse 5 MO et que les fichiers soient au format PDF. Donc voilà, il faut que les fichiers soient au format PDF et pas plus que 5 MO. Vous avez une zone de commentaires qui est disponible sur lequel donc, vous avez la possibilité d'expliquer, pourquoi vous envoyez, ce document-là. Vous avez la possibilité de sauvegarder avant d'envoyer. Donc si vous avez
Donc vous avez d'abord un document, mais vous attendez un deuxième document, donc vous avez la possibilité de le sauvegarder avant de l'envoyer. Donc vous pouvez le sauvegarder, vous pourrez rajouter à ce moment-là des pièces complémentaires par la suite. Ou vous avez la possibilité d'envoyer directement vos pièces. À savoir que vous pouvez également sur ce téléservice-là voir les pièces que vous avez envoyées. Vous avez un historique d'envoi. Donc voilà pour les nouveautés. La fiabilisation des données, donc elle repose sur 5 leviers. Tout d'abord, 3 qui font partie d'un périmètre collectif. Donc la conception de la norme DSN, les contrôles de la norme à l'émission de la DSN et la vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paye. Ensuite, on a 2 autres qui sont sur un périmètre plutôt organisme métier, donc le contrôle métier réalisé à réception des données DSN et les campagnes de fiabilisation menées par les organismes de protection sociale. Hop, je laisse la main. Merci Bastien. Alors avant de s'entraîner, juste pour vous préciser que vous avez à disposition le support que l'on vous présente, vous le retrouvez dans le apps partage de fichiers qui vous est mis à disposition. Donc avant de rentrer dans le match, on continue et on s'entraîne pour préparer au mieux les données de la paie. Donc pour cela, est mis à disposition des joueurs les données identifiantes, que ce soit pour l'établissement et l'individu, les données également financières à la maille agrégée et nominative, et également un ensemble de données relatives aux dépôts, relatives aux déclarants, relatives également à l'entreprise, des données également d'identité de l'individu, également liées au montant, que ce soit le montant de revenus d'activité, de revenus de remplacement, de cotisation et contributions, les caractéristiques du contrat de travail et les données des arrêts de travail. Sont mis à disposition l'utilisation pour utiliser le bon SIRET et le contrôler, le service qui est mis à disposition, le service DSN contrôle SIRET est à disposition des déclarants. Pour utiliser le bon NIR et le contrôler, dans ce cas-là, il est important de vérifier auprès de vos salariés le NIR en anomalie. Ces derniers devront réaliser les démarches nécessaires auprès de leur caisse d'assurance maladie et vous en informer. Et également, contrôler le fichier pour utiliser les outils sur le portail Net Entreprise pour contrôler le fichier qui sont mis à disposition. Et également à disposition des joueurs les différents outils, éléments que vous avez en visu avant de lancer le match. Alors, voilà. Donc, à cette étape-là, il est temps de rentrer dans le match, à savoir la déclaration en elle-même. La déclaration, il y a 3 types d'actions, c'est 3 temps en fait le match et donc la déclaration. Tout d'abord en amont de la première paye, l'amorçage des données variables et qu'on verra plus en détail sur la vue suivante. Ensuite, la transmission mensuelle des données issues de la paye, les 5 ou 15 de chaque mois selon les tranches d'effectifs. Et les signalements en fin d'événement transmis, eux, au fil de l'eau. Donc, et sur les signalements d'événements transmis au fil de l'eau, il convient d'être très vigilant car ils ont un impact sur les droits des salariés. Alors, le signalement amorçage des données variables qui a été évoqué brièvement tout à l'heure par Malika, il est mis en place au moment de l'embauche du salarié qui n'apparaît pas encore en DSN, c'est-à-dire donc avant sa première paye, et il va permettre de transmettre en amont de la DSN mensuelle toutes les informations qui ont un impact sur le calcul du prélèvement à la source. Il permet également d'effectuer l'affiliation du salarié auprès des organismes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Il permet aussi d'obtenir par anticipation le bilan d'identification du salarié, le BIS. Il permet encore de récupérer le numéro du contrat de travail précédemment déclaré.
lorsque vous n'avez pas accès à cette information, et ainsi ça permet d'assurer une continuité et un chaînage correct lors d'une mutation ou d'un changement de tiers déclarant ou de logiciel déclaratif. Alors, ce signalement d'amorçage vient se substituer à l'utilisation du service Topaz qui, lui, sera arrêté fin 2024 ou au plus tard début 2025. Ensuite, si on poursuit la métaphore liée au sport, on peut avoir des cartons rouges et des cartons jaunes. Les cartons jaunes, ce sont en fait les contrôles non bloquants qui ne vont pas empêcher la transmission de la DSN, quand les cartons rouges seront les contrôles bloquants qui, eux, empêchent la transmission de la DSN. Alors, les contrôles bloquants, ils ont pour objet de vérifier la cohérence entre ce qu'on appelle la maille agrégée, c'est-à-dire les données de masse, et la maille nominative ou données individuelles. En l'absence de contrôle bloquant, la DSN est réputée transmise, même si par ailleurs, il y a des contrôles non bloquants dont il va falloir procéder à la vérification. Et important de souligner que si le contrôle est bloquant, la DSN est rejetée, ce qui est plus complexe comme gestion par la suite que si elle est validée, mais avec des contrôles non bloquants à vérifier. Alors, les contrôles bloquants permettent de vérifier, donc on l'a dit, l'équivalence entre la maille agrégée et la maille nominative. Les contrôles se font au moment du dépôt à l'aide du cahier technique qui est mis à disposition de l'ensemble des partenaires et qui renvoie à des fiches de paramétrage. Et il y a également un guide URSAF qui, lui, est accessible sur ursaf.fr et qui est complémentaire au cahier technique. Et ce guide accompagne dans l'établissement des déclarations URSAF. Il traite notamment des modalités de déclaration, donc des données individuelles et agrégées, associées au code type de personnel à utiliser. Et puis, il traite également des principes et des modalités de régularisation. Pour les situations dans lesquelles il y aurait des données agrégées à déclarer, il est possible de se référer aux outils documentaires habituels tels que le site ursaf.fr ou dsn-info.fr. Le guide présenté sur ursaf.fr documente également les modalités de paiement associées à l'utilisation du télépaiement et récapitule les offres à votre disposition pour consulter les données de votre compte. Alors, les aspects de législation et de réglementation, eux, sont disponibles sur les sources habituelles d'information et non pas dans ce guide. Notamment, vous avez ursaf.fr, vous avez le BOSS également, bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc, étape suivante. Alors, les temps forts officiels et forts du match cette saison, c'est donc principalement le montant net social, qui est un nouvel agrégat de référence qui a été pris par arrêté du 31 janvier 2023 et qui correspond au montant des ressources que les personnes doivent déclarer pour avoir accès à certaines prestations sociales. Dans un premier temps, ne sont concernés que le RSA et la prime d'activité. Depuis le 1er juillet, les employeurs du secteur privé doivent mentionner sur les bulletins de paye des salariés et depuis le 1er octobre seulement pour les employeurs du secteur public, ces montants. À partir du 1er janvier 2024, tous les employeurs doivent déclarer en DSN le montant net social de chacun de leurs salariés. Et cette information sera ensuite communiquée aux organismes sociaux, dont les CAF et les CEPAM. Alors aujourd'hui, les démarches pour les bénéficiaires de certaines allocations, notamment RSA ou prime d'activité, sont assez lourdes et complexes. Et de ce fait, cette évolution va permettre de faciliter et de rendre immédiat l'information concernant ces données. Donc, à la lecture du bulletin de paye, sans aucun calcul, les individus pourront transmettre les informations comme il se doit. Aujourd'hui, on estime à 34% le nombre des personnes qui auraient droit au RSA, par exemple, et qui ne le demandent pas. Avec ce nouveau dispositif, les démarches des allocataires se trouvent simplifiées, les risques d'erreur aussi sont diminués, et puis le non-recours aux prestations est lui aussi réduit. En fait, on s'aperçoit avec ce montant net social qu'il y a plusieurs nets
qui vont figurer sur le bulletin de salaire. Il y a le net social, qui est le montant qui correspond aux rémunérations versées par les employeurs. Le net à payer, qui est le montant effectivement versé aux salariés par l'employeur. Le net fiscal, qui lui correspond aux sommes soumises au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Et le net versé, qui lui va se déterminer à partir de la rémunération nette fiscale selon une formule qui vient notamment retirer les fractions de CSG non déductibles. Concernant un autre temps fort pour la saison 2023, donc comme le temps partiel thérapeutique, tout d'abord, donc le temps partiel thérapeutique, sa prise en compte en DSN est pour le moment suspendu. Vous devez tout de même chaque mois le signaler dans la DSN mensuelle. À savoir qu'après une blessure ou un arrêt de jeu pour motif, maladie ou accident de travail, un joueur peut reprendre une partie à temps partiel pour motif thérapeutique, donc s'inscrivant dans le cadre d'une réinsertion progressive. Durant cette période, il perçoit une indemnité journalière versée par la sécurité sociale. En ATMP, le temps partiel thérapeutique, il est plutôt appelé travail aménagé ou à temps partiel. Cependant, en DSN, la notion de temps partiel thérapeutique s'applique également aux ATMP. Alors, dernier temps fort mis en évidence sur la saison 2023 pour la déclaration DSN, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, tout employeur, pour mémoire, quel que soit son effectif, doit déclarer tous les mois les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la DSN. Cette donnée est indispensable car elle permet au réseau des URSSAF de calculer chaque début de mois les effectifs de travailleurs handicapés présents dans l'entreprise au cours de l'année précédente. Et la déclaration s'effectue au niveau du bloc contrat S21 G0040 au sein de la rubrique statut BOETH. Et voilà, bon, j'en reste là pour l'approche purement technique. Si une entreprise de 20 salariés et plus n'emploie pas un minimum de 6% de travailleurs handicapés, elle doit à ce moment-là verser une contribution annuelle qui est calculée et déclarée par chaque entreprise et versée à l'URSSAF le 5 ou le 15 de mai, selon les dates d'échéance mensuelles de l'entreprise, et sur la DSN de la période d'emploi d'avril. Si les entreprises déclarent en complément des informations précédentes l'achat de produits ou de services auprès d'un établissement et de services d'aide par le travail, ESAT, elles pourront valoriser en déduction de la contribution due. De même, certains types de dépenses directes donnent droit également à une réduction du montant de la contribution, telles que la réalisation de travaux qui favorisent l'accessibilité des locaux de l'entreprise aux travailleurs handicapés, la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi, etc. L'employeur peut également s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3 ans et renouvelable une fois. Donc, techniquement, les entreprises de 20 salariés et plus déclarent annuellement la contribution, on l'a dit, et les éventuelles déductions au travers de la déclaration sociale nominative. La déclaration doit comporter les informations suivantes: le nombre de travailleurs handicapés mis à disposition, le montant des déductions liées aux emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, le montant de la contribution brute, le montant de la contribution nette avant et après application des mesures d'écrêtement transitoire et le montant de la contribution réelle due. Ils doivent fournir également l'accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise si l'entreprise s'acquitte de l'obligation d'emploi par sa conclusion. Donc, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués une fois par an et par un seul de ces établissements.
L'après-match, on connaît l'importance que les coachs accordent à faire le bilan du match et de pouvoir en tirer des conclusions. Eh bien, à chaque DSN, l'idée, c'est de pouvoir analyser et de modifier ses pratiques, le cas échéant, grâce aux comptes rendus métiers qui vous sont transmises. Alors, comment corriger ces fameuses fautes, hein? Et là, on voit bien que c'est la place au coach, donc après la transmission de la déclaration. Donc, pour éviter, ce que le but, je vous rappelle, hein, c'est la fiabilité des données et le droit des salariés. Le but d'éviter de refaire 2 fois la même erreur, c'est de prendre le temps, en tous les cas, d'analyser ces comptes rendus. Donc, avec 2 possibilités, soit on détecte quelque chose qui ne va pas au sein de la DSN avant sa transmission, donc avec la possibilité de faire une DSN annulaire en place qui peut être réalisée jusqu'à la veille de la transmission de la déclaration. Après, on vous rappelle que vous pouvez, via un bloc régule, faire la régularisation le mois suivant, évidemment sans majoration de retard. J'insiste sur les fautes qui sont qualifiées d'identifiantes, pour lesquelles il conviendra d'effectuer un bloc de changement essentiel, puisque ça permettra le chaînage des différents emplois et de faire le lien pour un même salarié, notamment dans le cadre de la reconstitution de sa carrière. Donc de bien faire attention au numéro de contrat, évidemment des dates de début de contrat. Le NIR du salarié est essentiel, son nom et prénom, sa date de naissance, de bien l'affecter sur le bon établissement auquel il est rattaché, ce qui permettra après de faire le lien dans les différents organismes de protection sociale et notamment en termes de carrière. 2 possibilités de réaliser des annulaires en place, hein, on l'a évoqué. Je vous invite, donc soit on fait un annulaire en place, c'est-à-dire qu'on refait en négatif la même déclaration qui a été faite initialement, donc avec les mêmes bases et les mêmes taux. Je vous invite à choisir cette méthode et là, on régénère une déclaration juste. Ça me semble beaucoup plus simple que l'autre méthode qui est celle de la base différentielle. Je me rends compte que je n'ai pas déclaré la bonne masse salariale, pour faire simple, ou la bonne rémunération d'un salarié, et je refais une DSN complémentaire qui devrait venir s'ajouter. C'est toujours plus compliqué, beaucoup plus risqué, qui engendre beaucoup plus d'anomalies de réaliser via la base différentielle. Donc, on vous invite plutôt à privilégier l'annulaire en place, sachant que pour pouvoir constater les anomalies, il faut évidemment aller sur les tableaux de bord net entreprise, sur les bilans d'échéance URSSAF qui vous indiquent les anomalies à corriger. Soit donc la veille de l'échéance possible d'annulaire en place, soit d'effectuer un bloc de régularisation sur la déclaration suivante. Les différents moyens pour signaler les fautes. Donc on a vu qu'en l'absence de carton rouge, hein, la DSN donc, qui est réputée envoyée, elle n'est pas rejetée, donc elle est dite transmise. Pour autant, des cartons jaunes peuvent être attribués ultérieurement. Donc ce n'est pas parce que la DSN n'est pas rejetée qu'il n'y a rien à changer. On vous incite vraiment, il est indispensable et légalement prévu, d'examiner les bilans de contrôle et les comptes rendus métiers pour vous assurer des bons paramétrages. Donc, quand la DSN est rejetée, là, pour le coup, évidemment que le nécessaire sera fait. Ensuite, il existe les certificats de conformité qui ne sont pas bloquants, parce que vous voyez le petit carton jaune à gauche, qui sont analysables via les bilans d'anomalies. Si on a un nombre trop important d'anomalies, la DSN est rejetée. Il faut s'assurer en tous les cas que les BIS, donc les bilans d'identification des salariés, sont corrects pour être sûr que le salarié est bien reconnu dans ses différents emplois. Et toujours pareil, hein, la même idée derrière, c'est la reconstitution de sa carrière et que les cotisations qui ont été versées servent bien à alimenter les droits du salarié. Les bilans des contrôles interdéclaration, donc là aussi, c'est pas rédhibitoire, la DSN ne sera pas rejetée, mais pour autant, il convient de les exploiter. Et évidemment, les comptes rendus métiers, vous allez voir, on va en passer quelques-uns, qui sont remontés par les différents organismes suite à des contrôles qui sont effectués dans leur propre système d'information.
Donc ces fameux comptes rendus normalisés, évidemment, s'articulent avec le suivi de DSN et proposent à chaque fois une aide à la correction. Donc ce qu'il convient de faire, c'est à réception des données de la DSN, chaque organisme, lui, va intégrer les éléments qui ont été transmis dans son système d'information, va vérifier la cohérence des données transmises avec vos déclarations pour garantir la fiabilité de ces informations. Suite à cette analyse, chacun des organismes destinataires va mettre à disposition un compte-rendu métier sur le tableau de bord dont on parle depuis quelques minutes maintenant et va vous préciser les anomalies constatées et confirmer la qualité de vos déclarations. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple, mais l'idée, c'est aussi à terme, avec les éditeurs de logiciels de paye, et de permettre une prise en compte de ces anomalies la plus automatisée, la plus intégrée possible. Pour que, une fois qu'elle est détectée, l'anomalie puisse être, le paramétrage en tous les cas puisse être réalisé, le bon paramétrage pour éviter que l'anomalie perdure et qu'elle se répète de mois en mois. La liste donc des comptes rendus métiers est mise à disposition des déclarants en fonction de chaque organisme et le non-traitement, je vous rappelle, de ces anomalies conduit à des problématiques ou à des forts risques en tous les cas de non prise en compte des droits des non prise en compte des droits des salariés. Je pense qu'on est à peu près. Si peut-être petit complément pour les URSSAF, vous pouvez via vos comptes rendus métiers, vous avez une messagerie, une boîte de dialogue sur lesquelles vous pouvez nous interroger sur concrètement, je comprends ce qui ne va pas, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je paramètre ou etc. N'hésitez pas à nous indiquer dans la boîte de dialogue ou qu'on puisse vous rappeler pour vous accompagner et faire ensemble la rectification pour permettre la correction du compte rendu métier. Donc le compte rendu métier, on va en voir quelques-uns. Donc le numéro 118 qui est le compte rendu lié à l'obligation d'emploi et de travailleurs indépendants ou la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc il est essentiel notamment de bien paramétrer, on le reverra un petit peu après aussi, et de bien rentrer les rubriques liées au temps de travail, puisque c'est grâce à ces informations que vous rentrez qu'on va pouvoir, nous, URSSAF, calculer les effectifs moyens qui vont servir au déclenchement ou non de certaines cotisations et contributions. Donc, c'est essentiel de remplir correctement les rubriques dédiées aux quotités de travail, aussi bien collectives qu'individuelles. J'insiste aussi que ces comptes rendus métiers vont toujours faire les rapprochements, on l'a évoqué tout à l'heure, entre la maille agrégée et la maille nominative, et bien faire la cohérence entre le cumul des individus qui doit correspondre à la maille agrégée dans les rubriques et les différentes rubriques qui doivent être en adéquation, en tous les cas cohérentes. Donc toujours faire des blocs de régularisation, évidemment. Alors sachant que dans les CRM 119 et 120, le CRM 119, lui, est transmis systématiquement, va préciser la DA, va être à la maille agrégée, et va porter uniquement agrégé, va porter sur la période courante et sur les éventuels blocs de régularisation qui ont pu être faits au titre de la période. Et elle va être disponible juste au moment de la déclaration, jusqu'au moment où vous allez pouvoir transmettre la DSN. Donc si la DSN est réalisée après l'échéance ou avec retard, vous n'aurez pas de CRM 119. Le CRM 120, lui, est beaucoup plus complet puisque c'est une synthèse des déclarations individuelles et des déclarations agrégées qui va faire apparaître aussi bien les cotisations courantes, les déclarations courantes du mois en question, que les blocs de régularisation. Et puis, je ne sais pas si des gens sont concernés par la MSA, mais voilà, les CRM normalisés vont être également disponibles pour les cotisations et contributions versées à la MSA à compter de 2024, en milieu d'année. Le CRM 121, donc c'est celui qui est mis à disposition des déclarants en parallèle du bulletin d'identification des salariés.
Alors, il précise évidemment les écarts entre l'identité des individus telle qu'elle est transmise et véhiculée dans la DSN mensuelle et les informations qui sont connues dans le Système national de gestion des identifiants, le SNGI. Et c'est d'autant plus important que c'est à partir de la cohérence de ces infos-là que ça va permettre l'ouverture, le calcul des prestations sociales, donc retraite, etc., etc. Donc le CRM identité est mis en place donc, pour préciser les écarts éventuels au niveau soit du NIR, donc le numéro d'inscription au répertoire, donc le numéro de sécurité sociale, du nom de famille du salarié, de sa date de naissance. Ça va permettre la prise en compte par les logiciels de paye des remontées qui sont faites aux déclarants et indique clairement à l'entreprise qui déclare les actions attendues pour corriger les écarts détectés. Donc là, c'est évidemment toujours pareil, très essentiel pour la bonne reconstitution de la carrière, la bonne définition de leurs ressources qui vont ouvrir droit aux prestations, puisqu'on voit de plus en plus que c'est à partir de l'ADSN, il n'y aura plus de déclaration à faire par les salariés pour ouvrir droit à des prestations, mais que les informations seront récupérées via les DSN aux caisses prestataires. Et bien sûr, permettre une bonne alimentation de leurs droits dans le cadre en matière de protection sociale. Le CRM 119, donc le bonus-malus, on a un peu parlé tout à l'heure, on a dit qu'il était évidemment à examiner, comme tous les autres. Donc les entreprises qui sont éligibles au bonus-malus, puisque ça ne concerne pas toutes les sociétés et c'est bien en fonction de leur secteur d'activité, donc obtiennent leur taux d'assurance chômage modulé. On a vu qu'il pouvait être inférieur à 4,05 ou supérieur avec un plancher à 3 et une limite, un taux maximum de 5,05. Donc, il est modulé de manière annuelle via la notification de l'URSSAF qui leur a été là, en l'occurrence, envoyée courant septembre. Les déclarants, les tiers déclarants de ces entreprises, le cabinet comptable, etc., vont obtenir ces informations via le compte-rendu métier qui présentera le taux d'assurance chômage applicable en fonction du bonus et du malus, si l'entreprise est concernée. Alors, concernant mes signalements via mes droits sociaux, donc il existe depuis longtemps, mais il y a une volonté de mettre en avant ce service-là, puisque mesdroitssociaux.gouv.fr permettent aux salariés et à tout individu de consulter l'ensemble de ses droits sociaux, ses ressources, les données liées à son activité professionnelle et éventuellement de simuler des aides et droits à prestations. Donc, c'est évidemment un service gratuit qui permet aussi d'accompagner tous les individus dans leur démarche. Donc, il permet via France Connect d'avoir accès donc, au montant des prestations. Là, c'est pareil, c'est toujours dans un objectif aussi d'aide au recours aux droits, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'un certain nombre de prestations n'étaient pas versées, alors même qu'un certain nombre de personnes pouvaient y prétendre. Et donc, ça permet de lutter, ça rentre dans le plan de lutte contre les situations de non-recours aux prestations sociales. Donc, ce portail-là, mesdroitssociaux.gouv.fr, va permettre de visualiser et de comprendre les droits à prestations, de simuler des droits sociaux, de basculer vers les organismes de rattachement sans avoir à nouveau s'identifier, puisque le lien est fait via France Connect, de réaliser un certain nombre de démarches en ligne, de retrouver ses relevés de carrière pour les droits à la retraite, pour consulter l'ensemble des ressources qui ont été déclarées par les employeurs, éventuellement de signaler des anomalies ou de demander des rectifications de salaire. Et bien sûr, il y a des guides, des pas à pas pour permettre de réaliser différentes démarches administratives lors des principaux événements de vie, de la naissance d'un enfant ou le décès d'un proche notamment. Je te laisse la main, Nadia. Ouais, juste le temps de revenir, merci. Et bien à présent, on va refaire le match avec les conseils du GIP MDS
La qualité des données, hein, c'est l'affaire de tous. C'est un vrai travail collectif où chaque maillon de la chaîne contribue à la qualité de la DSN. Il y a également, comme on l'a vu, hein, le droit à l'erreur qui est reconnu si lors de la transmission des données, il y a la possibilité de faire une correction sur l'échéance suivante, donc sur la DSN du mois principal déclaré +1 sans risquer de pénalité. La qualité de la DSN, c'est l'affaire de tous puisque les impacts des données erronées en DSN sont directs sur les salariés et leurs droits aux prestations. Une cotisation exacte pour un juste droit des individus, hein, comme ça vous a été évoqué. La qualité des données, on se le rappelle, hein, elle permet de garantir le calcul au fil de l'eau de différents droits, que ce soit les droits maladie, chômage et retraite, les droits congés pour toutes les entreprises adhérentes à une caisse de congés, BTP, transport ou manutention portuaire. La qualité des données, elle permet de garantir la simplification des démarches des citoyens pour les prestations de solidarité, la gestion du PASS, la plupart des opérations de recouvrement de cotisations, l'appui aux aides aux entreprises et le suivi du dispositif des politiques publiques, des statistiques publiques également sur la gestion des salariés et à disposition donc une base de connaissances. Ce sont des fiches consignes hein, qui sont mises à disposition sur le portail Net Entreprise. Fiches consignes qui détaillent les règles déclaratives et les modalités à appliquer. Le SIRET, qui également est capital pour identifier les équipes. Alors, le SIRET qui intervient lors de la création, donc pour reprendre la thématique du sport, hein, aucune compétition ne pourra démarrer pour une nouvelle équipe si il n'y a pas de licence. C'est la déclaration préalable à l'embauche qui doit être enregistrée sur Net Entreprise ou le site de l'URSSAF. Et en cas de transfert également, ne jamais fermer une ancienne équipe tant que la nouvelle n'a pas été créée. Et pour ceci, il y a le service DSN Contrôle SIRET qui est mis à disposition et qui permet donc de vérifier l'acceptation de l'équipe avant la compétition. Alors, je poursuis avec l'étape suivante. Hein. Donc, après avoir vérifié le SIRET, c'est le numéro d'identification au registre, donc le NIR, donc est une donnée essentielle car il va permettre d'identifier chacun de vos joueurs. Donc, pour rappel, le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale, hein, pour faire simple. Il est délivré par la caisse d'assurance maladie. Et si votre joueur n'est pas en mesure de vous fournir cette donnée, vous pouvez bien sûr créer un numéro technique temporaire. Donc, il y a un format quand même bien spécifique à respecter. Donc, ce numéro, il doit être composé du code sexe, donc 1 ou 2, suivi du SIREN de l'établissement et du numéro de matricule du salarié. Donc, c'est un numéro qui est unique, il est pérenne. Et sachez quand même que vous avez certains logiciels de paye qui composent automatiquement ce numéro technique temporaire. Alors, une fois que le salarié, bien sûr, a obtenu son numéro de sécurité sociale définitif, il ne faut pas qu'il oublie de vous le transmettre, évidemment, puisque vous allez devoir modifier sa situation dans votre prochaine DSN mensuelle. Et pour ce faire, vous allez donc paramétrer dans votre logiciel en fait, vous allez concrètement renseigner dans votre DSN les rubriques numéro d'immatriculation au répertoire et le numéro définitif. En fait, ça va permettre de chaîner les informations et de conserver l'historique du salarié. L'objectif, en fait, c'est surtout de ne pas perdre d'informations. Et parce que d'ailleurs, par exemple, pour l'assurance maladie, ça peut effectivement poser des problèmes pour la reconstitution des attestations de salaire. Je laisse la main du coup à
Alors, médiation. donc une fois que la DSN a été effectuée, hein, effectivement, on vous rappelle qu'il est indispensable de bien renseigner, on l'a déjà vu, hein, mais le NIR et le SIRET. J'insiste aussi sur la nécessité de correctement paramétrer les modalités de temps de travail, hein, donc les quotités de temps de travail, concernant aussi bien de bien différencier en tous les cas ce qui va relever du temps de travail collectif, donc via la convention, qui n'est pas forcément 151h67, et de la catégorie de salariés auquel appartient la personne que vous souhaitez déclarer à titre individuel ou notamment son temps de travail contractuel. Donc ça, c'est le bloc, le S21 G00.40, hein, avec des valorisations qui sont identifiables via les différents codes qui sont indiqués sur la diapo, étant donné qu'il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence entre les modalités de temps de travail contractuel qui sont indiquées dans la DSN et les quotités de travail qui correspondent au nombre d'heures pour un temps plein dans l'entreprise. Pourquoi ces indications? Alors au-delà des rémunérations et des droits, c'est que d'un point de vue URSSAF, effectivement, ça a des incidences, hein, sur les droits chômage, maladie, retraite, toujours la même chose, mais également des dispositions réglementaires qui sont applicables. Qu'est-ce que c'est que ces dispositions? Ce sont notamment le calcul des effectifs, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de contributions et de cotisations dont le montant qui peuvent être réclamés en fonction de l'effectif moyen calculé. Donc, c'est à partir de vos données que nous allons calculer l'effectif moyen de l'entreprise et éventuellement vous réclamer la contribution au ETH ou le versement mobilité en fonction de la taille de l'entreprise, mais également qui va avoir des incidences sur le calcul de la réduction générale en fonction des paramètres que vous allez rentrer pour ce salarié. Dans le cadre des calculs de la réduction générale, il est précisé le nombre d'heures du salarié et le montant du SMIC afférent. Donc, si le nombre d'heures est mal renseigné, la réduction générale ne sera pas calculée en cohérence. Donc, voilà, de bien vouloir vérifier ces valorisations-là qui sont indiquées, en tous les cas, de bien faire la différence entre la quotité de travail qui est portée au contrat et la quotité du travail qui est portée au contrat et qui va concerner la catégorie du salarié concerné et la quotité de travail qui va correspondre au volume de travail qui est prévu au contrat pour chaque personne, s'il est à temps partiel. Donc là, pareil avec quelques cas d'erreur les plus fréquentes, hein, bien entendu que si le contrat est suspendu, la durée contractuelle ne varie pas, donc il ne faut pas la porter à 0. Et que la mesure de quotité de travail doit être toujours en cohérence avec les valeurs qui sont renseignées au titre de l'entreprise et en fonction de la convention collective qui est appliquée dans l'entreprise. Il convient également de, bien entendu, s'assurer et vérifier qu'on intègre le bon code régime risque maladie et qu'il est cohérent par rapport au statut du salarié et à la nature de l'entreprise. Donc, de ne pas utiliser des codes qui ne seraient pas du tout adaptés pour toujours la même problématique, hein, pouvoir déclencher un mauvais chaînage des informations de suivi de votre salarié. Et puis, bien entendu, des calculs erronés sur les droits maladie ou les droits retraite. Même si tout le reste est bon, si ces identifiants ne sont pas les bons, voilà, ça va engendrer un certain nombre de difficultés après pour ouvrir droit à des prestations. Parce que le but quand même de payer des cotisations, c'est de s'assurer que le salarié pourra bénéficier des prestations auxquelles il a droit. Même remarque concernant les codes régime vieillesse, hein, de veiller à utiliser les bons codes pour que ça génère les bonnes informations.
Idem, ne pas confondre les heures supplémentaires dites structurelles et les heures supplémentaires aléatoires. Donc, les heures supplémentaires aléatoires, je les appellerais les conjoncturelles, c'est-à-dire celles qui sont demandées par l'employeur pour faire face à une charge de travail supérieure, en tous les cas que celle qui est habituellement inclue dans le temps de travail du salarié. Donc les heures supplémentaires structurelles, ça va bien être les entreprises, par exemple, qui ont continué à appliquer une durée du travail à 169 heures. Donc la durée du travail étant légale de 151h67, tous les mois, on va retrouver des heures supplémentaires structurelles. Donc il conviendra de les paramétrer dans les bonnes rubriques. Les heures supplémentaires structurelles vont être prises en compte. Là, c'est le premier petit tiret jaune dans la quantité de travail avec le S21 G0040 013. Les heures supplémentaires ou les heures complémentaires étant les heures qui sont faites en plus de celles prévues au contrat de travail pour un salarié à temps partiel, mais c'est la même nature d'heures, sont à renseigner dans le 011 pour les gens à temps plein et le 012 pour les gens à temps partiel. Et avec les mêmes impacts, j'insiste parce que c'est important sur les droits chômage, maladie et retraite. Alors, petite précision également, c'est le carton jaune, c'est que le montant net, donc je dis bien net, des rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires doivent être qu'elles doivent être fiscalement exonérées ou non, puisque c'est d'autres conditions, doivent être systématiquement intégrées à la rémunération nette fiscale. Si le salarié est concerné, seule la quotité du salarié, n'importe quoi, c'est cette non-intégration. Par contre, je vais refaire. Pour la saison 2024, donc à partir du 1er janvier 2024, les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Donc cette non-intégration, on vous demande de le faire en 2023, elles ne le seront plus en 2024, sachant que cette non-intégration des heures supplémentaires exonérées dans la réduction nette fiscale concerne aussi bien les heures constatées et payées, donc réalisées à partir du 1er janvier 2024, que les corrections qui pourront être faites en 2024 sur des heures supplémentaires exonérées versées en 2023. Donc là, on indique que c'est toujours la même chose, qu'il convient, pour garantir l'exactitude des montants déclarés, d'assurer donc une cohérence entre les montants des rémunérations brutes déplafonnées, donc la rubrique 013, et le montant des bases assujetties. Donc évidemment, il y a des cas où, même majoritairement, j'imagine que les deux montants vont être égaux, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc la rémunération brute déplafonnée elle doit bien être identifiable au sein de la base assujettie, Donc sur évidemment la DSN courante, sur la déclaration courante. Le risque, c'est quoi? C'est toujours pareil, les droits des salariés, et puis ça peut entraîner une surcotisation, un calcul de cotisation sur une base qui ne devrait pas l'être. Donc là, vous avez les fiches consignes qui se réfèrent à la détermination de montant de la rémunération brute déplafonnée et celle du montant de des bases assujetties. Donc pour rappel, les comités régionaux, évidemment, sont les représentants locaux du collectif Notre Entreprise, qui va regrouper l'ensemble des organismes des protections sociales, donc CEPAM, CARSAT, URSSAF, mais également d'autres organismes tels que le GIP-MDS, Pôle emploi, etc. Donc ce sont bien entendu les interlocuteurs naturels et légitimes des différents sujets, que ce soit sur des questions DSN, mais plus largement sur aussi des questions d'application de la législation sociale. Donc évidemment, l'intérêt commun, c'est de vous diffuser les bonnes pratiques, de répondre à vos questions et de faire en sorte que vous consacriez le moins de temps possible à la diffusion des DSN, ce qui suppose un investissement temps au démarrage pour s'assurer du correct paramétrage et des mises à jour. Donc tous les ans,
on a les rencontres extra telles que celles qu'aujourd'hui, puis il y a d'autres sessions qui seront organisées pour la région. Il existe également des webinaires thématiques réguliers, donc vous devez recevoir des messages d'invitation avec les thèmes abordés. Et c'est aussi l'occasion de rencontres privilégiées, soit en présentiel, soit en webinaire, pour découvrir toutes les nouveautés réglementaires et pour répondre à vos questions. Donc, il y a les C'est utile. Peut-être que certains en ont déjà participé, puis il y en a un au mois de novembre. Donc ça va être une réunion, c'est une réunion locale, régionale, départementale. Il va y avoir tous les interlocuteurs globalement de la région Rhône-Alpes, donc qui se réunissent à fréquence régulière avec les utilisateurs de Net Entreprise, donc avec la présence de cabinets comptables et d'éditeurs de logiciels de paye. Donc c'est le moment de partager les infos, de répondre aux questions, de partager les bonnes pratiques. Bref, voilà, c'est le moment d'arriver avec vos problématiques. Les objectifs d'un C'est utile, c'est on présente toujours un sujet particulier. D'ailleurs, on vous sollicite, Nadia le fait, je pense, régulièrement sur des sujets que vous souhaitez voir abordés parce que ce n'est pas clair, parce que voilà, vous avez besoin de précision. Bien sûr, de recueillir vos avis sur les nouveaux services des organismes, ça, en général, on a vos retours, et d'entendre et puis de faire remonter, c'est là l'intérêt, les demandes et les besoins et pour faire évoluer les choses. Donc, vous pouvez être acteur. Voilà, j'espère que nous avons, en tous les cas, vous avons aidé, nous avons éclairé sur les futures pratiques de DSN. Merci Malika et merci pour cette conclusion. Et en effet, je te rejoins sur le fait que l'on espère tous, je pense, au travers de la team qui est intervenue et que je remercie, vous avoir apporté des éléments complémentaires, vous avoir éclairé. À disposition le support qui est téléchargeable. Vous avez également reçu un sondage sur lequel on vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée. Merci à vous pour votre attention. Au revoir.